Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur T18. Eh bien, toutes les semaines, je vous propose de décrypter ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette première, pari gagné pour Bruce Toussaint, à la tête de Bonjour sur TF1. Il vient souffler sa deuxième bougie avec nous et fêter ses audiences. Et puis, comment analyse-t-il le succès de cette nouvelle génération issue des réseaux sociaux? Eh bien sûr, on lui posera la question. Chaque semaine également, nous recevons celles et ceux qui font les médias en coulisses. Et cette semaine, nous recevons le nouveau patron de RTL, Jonathan Curiel. Il a pour mission de redynamiser l'ex-première radio de France. Entre infos, coulisses et décryptage, Pur Média, l'hebdo, la première, c'est parti. Bienvenue sur T18 et également sur Pur Média, le site de référence de l'actu des médias depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, un journaliste expert média est à mes côtés. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir Eva Rock avec nous. Bonjour Eva. Virginie, enchantée. Eva Rock de France Inter, j'adore tout dire. Je vous anoblis, ma chère Eva. Et notre premier invité pour cette première émission, c'est Bruce Toussaint. Bonjour Bruce. Bonjour Virginie, est-ce que je peux dire que je suis heureux de vous retrouver? Oh, c'est moi qui suis heureuse non, et honorée. Merci. Vous m'avez manqué. C'est vrai? Oui, oh, vraiment. Vous êtes sympa, Bruce. Il est sympa, ça me donne plein de bonnes énergies. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de Pur Média, l'hebdo. On se souhaite, je vais vous le dire franchement, cher Bruce, autant de succès que le vôtre. Vraiment. Je vous souhaite en tout cas le meilleur à vous et à toute votre équipe, bien sûr. 400 000 téléspectateurs pour Bonjour, 600 000 de l'autre côté pour Télématin, qui reste le leader historique. Mais enfin, quand même, après 41 ans de présence à l'antenne, c'est un vrai pari pour vous, cher Bruce. Est-ce que c'est le joueur de poker qui est en vous qui vous a fait dire oui? C'est vrai qu'il y avait un côté coup de poker. Ils lancé comme ça une émission matinale sur TF1 qui avait déserté malheureusement cette tranche depuis des années. Je suis fou de joie, mais vraiment sincèrement, ça se voit peut-être pas, mais ça a été dur, ça a été long. Dur parce que c'est la première fois qu'on vous bassine autant avec les audiences ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, la pression d'une chaîne comme TF1, et c'est évidemment normal, la pression externe, interne, qui était tout à fait légitime, a fait qu'il fallait que ça marche. Il n'y avait pas d'autres possibilités, donc on s'est battus comme des chiens pour que ça marche et qu'on finisse par rencontrer le succès, comme c'est le cas aujourd'hui. On va en parler. Ça dure. On va en parler bien sûr de ce succès dans un instant, avec ce prolongement aussi de Christophe Beaugrand à l'antenne. Mais tout d'abord, Bruce Toussaint, en 3 photos, on a choisi pour vous, c'est totalement subjectif, cher Bruce. La première, regardez cette photo. Cette photo, j'imagine que vous avez tout de suite cette sensation, cette mémoire. Absolument, le pont de l'Alma, 31 août 1997, l'accident qui coûte la vie à Lady Di. Et c'est un moment incroyable parce qu'il se trouve que je me suis retrouvé sur les lieux totalement par hasard cette nuit-là. C'est là que tout démarre, Bruce? Votre carrière, finalement, vraiment? J'étais journaliste depuis quelques années, mais j'avais toujours eu envie, depuis que j'étais adolescent, de vivre ce métier pour être au cœur de l'événement. Ouais. Là, j'étais servi. Donc, effectivement, j'étais parmi les premiers à raconter un peu cette histoire à l'époque à Canal+. Un événement absolument tragique, évidemment, que des millions, des millions, des centaines de millions de gens dans le monde ont suivi, évidemment. Deuxième photo, regardez celle-ci, Bruce Toussaint. On est le 21 janvier 2020. Vous êtes sur BFM à l'époque. Vous avez reçu de nombreuses fois Bernard Tapie, mais là, c'est une interview très particulière. Il est malade, très malade. Il est très malade. Et vous savez, il était venu pour commenter un documentaire qu'on avait fait sur lui. Il n'était pas content, ça ne lui avait pas plu. Donc, il est arrivé de façon très véhémente, ce qui lui arrivait souvent, alors qu'on avait plutôt de bonnes relations. Mais juste d'un mot, ce que je peux vous dire, c'est que il avait perdu sa voix, Bernard Tapie, à la fin de sa vie, et donc à cause de la maladie. Et donc, vous savez, il avait vraiment une voix mais fluette d'enfant quasiment. Et puis, l'émission démarre. Il a cette voix-là. Et au bout de 30-40 minutes, à force de se bagarrer, parce que cette interview, c'était une bataille,
sa voix est revenue, la vraie voix. Et j'ai trouvé ça, mais fou, et tellement révélateur aussi de ce qu'on peut ressentir quand on est malade et ce qu'on peut vivre quand on est malade. C'est qu'à un moment donné, on arrive à prendre le dessus sur la maladie. Il avait tellement envie de gagner ce combat que sa voix était revenue. Troisième photo, Bruce Toussaint. Votre film préféré, regardez l'affiche, Mes meilleurs copains. J'avoue que j'aime beaucoup ce film aussi. Ah oui, Jean-Marie Poiret, film écrit par Christian Clavier. Ah, c'est un film magnifique. Qui sont vos copains dans le métier ? J'en ai quelques-uns. Nathalie Yanetta. Yanetta, Nathalie, on l'embrasse évidemment. Caroline Roux. Qui s'occupe des sports sur Radio France. Mon amie aussi. Caroline Roux, Nico Saliagas, que j'adore. Il y a des gens comme ça que j'aime beaucoup, qui m'ont aidé, que j'ai essayé parfois d'aider aussi. Enfin, on s'est entraidés dans des moments parfois un peu moins durs. Hein. Il y a un truc générationnel quand même entre vous là. Ouais. Et j'espère qu'ils seront également à votre place dans les futures émissions, évidemment. Bruce, vous restez avec nous. Avec plaisir. Bien sûr, pour cette première, chère Eva. Aussi, on va décrypter ensemble l'image média de la semaine. Elle scrolle, elle zappe plus vite que son ombre. Ah ben évidemment, elle voit tout, elle ne rate rien. Sur quelle image vous êtes arrêtée, chère Eva ? Plus qu'une image, c'est une séquence qui en dit long, évidemment, sur le feuilleton médiatique de la semaine. Il est 10h30, on est sur CNews. Et Pascal Praud passe le relais à Jean-Marc Morandini. On est en retard. Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Dans un instant, on va aller en direct avec nos équipes à Lyon. Vous savez où il y a cette jeune fille qui a été retenue, qui a été prisonnière. Merci Jean-Marc. Voilà, bonjour, merci, au revoir. Matin ordinaire sur CNews, ou presque, parce que vous l'avez constaté, le ton entre les deux hommes est assez froid, ce qui tranche avec les jours précédents. Il faut dire que, comme Sonia Mabrouk la semaine auparavant, Pascal Praud a pris ses distances avec Jean-Marc Morandini, qui a été condamné pour corruption de mineurs, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Dans la foulée de Sonia Mabrouk, on a vu aussi Laurence Ferrari prendre ses distances avec l'animateur. Des journalistes stars qui s'opposent donc à leur direction. Est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien non, parce que Jean-Marc Morandini est toujours en poste, il est toujours soutenu par Vincent Bolloré. C'est un feuilleton médiatique, c'est un feuilleton judiciaire auquel est venu s'ajouter un feuilleton aussi un peu politique, même pas un peu, mais politique, dans la mesure où Jordan Bardella a demandé aux élus RN de ne plus aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Alors, est-ce que cette situation, elle peut perdurer ? Si oui, combien de temps ? Suite au prochain épisode, comme on dit. Ambiance électrique, effectivement, une petite réaction, Bruce. Rapide. Je n'ai pas envie de commenter ça. Je voudrais juste dire que je suis aux côtés des victimes. Respecter sa direction sans la cautionner, en tout cas, c'est possible dans une rédaction. Et là, je parle au sens large. Vous savez, les journalistes, ils sont plutôt indisciplinés. Hein. Ils sont plutôt même insoumis, pas au sens politique du terme, mais au sens retors. Donc, parce qu'on est élevé comme ça, entre guillemets. On nous demande d'être élevé comme ça, parce que notre boulot, c'est d'apporter la contradiction. Donc, il peut arriver que... Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon, après tout, je peux comprendre que parfois, on se sente mal à l'aise. Bruce, chaque semaine, on va donner la parole aussi aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent, que ce soit sur T18 ou sur Pure Média. Ce sont les pures questions. Voilà, vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions sur le site, évidemment, Pure Média. Il y en a eu beaucoup pour vous, Bruce. Énormément de questions. 3 fiches, 3 questions sélectionnées. Regardez-moi mes petits piments. Vous imaginez bien que tout dépend. Piment doux. Alors, vous choisissez quoi ? C'est presque comme Hot Ones, mais vous goûtez pas. Il faut que je dise quoi, 1, 2 ou 3 ou... C'est-à-dire que laquelle des forcément questions, est-ce que c'est la plus piquante qui tout d'un coup vous inspire ou, Allez, la plus piquante. Allez, merci, soyons beaux joueurs. Oui, disons que quand même. Pour être totalement en concurrence avec Télématin, à quand Bonjour le week-end ? Ah, ça va. C'est une bonne question, mais c'est une question compliquée parce qu'on peut pas. On a pour l'instant des obligations liées à la grille de TF1 qui empêchent de mettre bonjour le week-end. Donc malheureusement, c'est pas l'ordre du jour. Vous en rêvez ou pas ? Ah, je ne ferai pas 7 jours sur 7, ça c'est sûr. Bon. Non, ça non. Non, déjà 5 jours. Bon. 2 autres petites questions quand même, je ne vais pas passer à côté. Pourriez-vous faire une émission comme Danse avec les stars ou Masked Singer ? Franchement, Danse avec les stars, non. Pourquoi ? Piètre danseur ou parce que vous n'osez pas ? Je ne sais pas danser. Et puis je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est très très dur.
Oui, c'est pas Très facile. physique. Donc Ouais. je pense que non, Ouais. j'ai déjà l'impression, si vous voulez, de danser tous les matins pendant 3 heures. Oui, mais alors pas l'image est m'en assez douter, jolie, ça. c'est-à-dire que vous faites même le pont entre le journalisme vraiment précis et aussi le divertissement. Donc quelque part, vous pourriez aller aussi vers ce type d'émission. Là, c'est en tant que candidat, c'est Ouais. autre chose. Non, je pense pas. Je pense que, Vous préférez faire The Voice, non? The Voice. Ah ouais. Voilà. En tant que candidat? En tant que, évidemment. Oh, j'adore. Mais évidemment. Qu'est-ce que vous chantez? Je chante très bien. Mais non, mais, Non, mais genre, la bien. chanson que vous on a- choisiriez. Ouais. Non, mais on blague. Non, bah quand même, hein, ça nous intéresse. il faut laisser ça aux gens dont c'est le métier. métier et laisser les amateurs chanter sous la douche. Quel regard avez-vous, dernière question, sur la chute d'audience de BFM TV? BFM TV, donc sur laquelle vous avez été, chaîne sur laquelle vous avez été. C'est ça qui devait être la plus piquante. Je l'ai gardé, j'ai inversé. C'est Je mon pense que petit tout ça côté est retors. quand même assez fluctuant. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont restés là-bas. C'est une chaîne que je continue de regarder régulièrement. Moi je me réjouis du succès d'LCI. Allez, Bruce Toussaint, le réveil matin de TF1. Vous y êtes donc depuis 2 ans, cher Bruce, pour présenter Bonjour tous les matins. Un vrai pari, je le disais, parce que après l'échec quand même de 10h le mag, présenté par Sandrine Quétier et Julien Arnaud, c'était en 2008 il me semble, ils étaient absolument formidables, mais l'audience, ça n'a pas vraiment marché. Est-ce que vous avez hésité avant de dire oui? Non. Pourquoi? Non, j'ai pas hésité une seconde parce que j'ai compris que c'était pour moi. Et je voulais pas laisser passer ça. C'était compliqué parce que c'était en cours de saison, donc il a fallu prendre une décision qui était un petit peu difficile de lâcher mon employeur à l'époque, BFM. Donc ça, c'était difficile à gérer et ça m'a causé du tourment interne, on va dire. Mais non, dès qu'on m'a exposé le projet, j'ai dit oui tout de suite. Est-ce que dans votre choix, Rodolphe Belmer y est pour beaucoup? Rodolphe Belmer, qui est le PDG de TF1, que vous avez eu comme PDG sur Canal+. On sent qu'il vous fait énormément confiance, qu'il vous a vraiment donné les clés du camion, comme on dit avec Bonjour. Est-ce que ça a joué aussi dans votre prise de décision? Ça n'a pas joué en la défaveur, ça c'est certain. Ouais. On se connaît depuis longtemps, mais je dois dire que c'est surtout aussi, on va dire, Thierry Tuillier, qui est le directeur de l'information, avec qui on avait déjà eu pas mal de contacts. On avait même failli travailler une fois ensemble, et puis ça s'était pas fait. Donc on avait comme ça, bon, c'est les coulisses du mercato, vous savez. Sur TF1 ou sur France Télévisions à l'époque de C'était Thierry sur Tuillier? TF1, sur le groupe TF1. Et donc, voilà, on se voyait régulièrement et j'avais envie de travailler avec lui aussi. Et Rodolphe Belmer qui arrive sur TF1, il a imprimé une patte aussi différente, une patte Canal vers TF1 ou pas? Ah, je crois pas, non, je pense Non. pas qu'on puisse dire que c'est une patte Canal sur TF1. Non, Mais il y a quand même une équipe de Canal, parce qu'il y a aussi Rodolphe Belmer, il y a Ara Ara Aprikian aussi qui Oui. était Mais au vous savez, programme Ara de Aprikian, Canal. il était à TF1 aussi. Oui, aussi, avant. franchement, Non, oui, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Finalement, ça tourne assez dans le métier, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Depuis fin août, Bonjour a gagné 30 minutes supplémentaires, donc de 9h30 à 10h. La réponse, forcément, de Télématin ne s'est pas fait attendre. Oui. Et boum, prolongation de 20 minutes. Est-ce que c'est la bourre entre vous, Télématin et Bonjour, ou pas? Bah oui, Vous regardez Télématin, replay ou pas? Discrètement. oui, C'est vrai? oui. Vous Comment vous analysez? faites pour regarder? En replay. Vous regardez en replay? Connaissez le Mais principe oui, du le replay Eva. existe. Ah oui, Le principe du replay. je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Et vous n'avez pas un petit écran en même temps sur non. votre plateau? Non, Vous d'accord. analysez clairement les séquences? Bien sûr. C'est vrai? Vous faites Oui. ce boulot-là? Bah Comme oui. Drucker? Pourquoi il fait ça? Non, mais comme Drucker, qui se regardait effectivement, qui m'expliquait qu'il fallait vraiment prendre le temps. Non, j'ai toujours regardé la concurrence, mais je regarde tout. Je regarde aussi les chaînes d'information, etc. Bah, pas tous les jours, mais je connais bien cette émission, en effet. Et je connais bien d'ailleurs Maya Loquet et Damien Thévenot, qui sont formidables. C'est formidable. Mais mon boulot, c'est de faire en sorte de passer devant. Donc le meilleur moyen, c'est de comprendre pourquoi certaines séquences marchent chez eux ou marchent chez nous. Et c'est ça, vous savez, c'est quand même, il y a une sorte de travail d'orfèvrerie. Vous voyez, on est là à faire des réglages. C'est des trucs, on ne se rend pas forcément compte, mais à quelle heure on lance une pub, à quelle heure on fait une séquence, et est-ce qu'on recrute un nouveau chroniqueur, Chaque seconde est-ce qu'on compte. va leur en piquer Oui, mais ça, vous l'avez déjà fait 2 fois. Vous avez déjà fait ça. La Mais nouveauté. je ne savais pas. J'ai appris. Oh non, Bah non, bah alors non, vous regardez pas, alors faut savoir. La nouveauté, c'est le prolongement de Bonjour avec vous, présenté
par Christophe Beaugrand de 10h à 11h, avec une première qui a été très suivie le 19 janvier. J'ai 14,9% le 19 janvier d'audience, ce qui est quand même absolument énorme. Puis mercredi, le programme est un peu tombé, pour le coup, à 8,1%. Je vais rien dire, parce que ça risque de m'arriver aussi un jour ou l'autre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est timide pour le moment, ou alors ça fait partie du jeu? Non, c'est pas timide du tout, vous plaisantez. C'est d'abord, la première a extrêmement bien marché. Ça fait au minimum le double de la case, du score de la case d'avant. Et puis ils en ont fait ces 2 semaines d'émission, donc c'est balbutiant. Et honnêtement, ils ont fait un démarrage canon. Donc ça commence très très fort. On a vu autour de la table, autour de Christophe Beaugrand, deux anciens revenir, Jacques Legros et Cécile de Minibus. Les sujets sont très conso, très vie quotidienne, très conso. J'aurais tendance à dire léger. Est-ce que c'est pas un peu trop léger, selon vous? Est-ce que c'est ça qu'on attend de TF1 à cette heure-là? On attend à TF1 d'être au cœur de la vie des Français. Donc c'est l'idée de cette émission aussi. Avec l'interactivité, comme nous on le fait aussi de 7h à 10h. Et donc effectivement, entre 10 et 11, avec des personnalités très connues, très populaires, très appréciées aussi. Parler de ce qui fait notre vie de tous les jours. L'énergie pendant 32 ans, vous y voyez encore 32 ans ou pas? Non, je ne pourrais pas parce que j'aurais 80 balais dans 30 ans. Parfait, pourquoi pas? Jeunesse éternelle, Bruce Toussaint, sublime. Remarquez, quand on voit Michel Drucker, on est d'accord. on se dit... ça lui va très bien. Mais non. On va parler de la créativité, Bruce, sur les plateformes évidemment et les médias comme YouTube. Vous le savez, c'est Pure Média Hebdo, donc on parle de tous les médias évidemment et des plateformes. Et vous nous direz d'ailleurs si vous êtes inspiré, influencé bien sûr par ces réseaux. Vous suivez l'actu média déjà? Bien sûr. Vous la suivez tous les jours? Oui, tous les médias? Autant que possible, bien sûr, oui. Vous êtes un gars de la presse écrite au départ ou pas? Vous avez lu très jeune les journaux? Oui, absolument. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce métier, en lisant d'abord l'Équipe et puis ensuite la presse quotidienne nationale. Bon, pour ceux qui ont raté les infos de la semaine, on va vous les résumer. C'est les pures infos remixées par Thierry Dagiral. La télévision doit se réinventer. Lui, c'est le numéro 2 de France Télévisions et il est inquiet. Moi, je ne vais pas vous cacher, je suis inquiet. Un patron de télé inquiet par la concurrence du géant du streaming Netflix. Ces plateformes de vidéos qui tuent la consommation de la télé, dit-il. Sur LinkedIn, il en appelle à une mobilisation collective pour défendre notre souveraineté française. On ne s'est pas fait en un jour. Et à toi, il n'a fallu 15 jours pour tout détruire. Et Netflix, c'est un budget de production en hausse de 10% pour 2026, alors que France Télévisions est au régime sec. 15 millions d'économies en plus à faire cette année. En clair, le patron demande plus d'argent. C'était mardi dernier, nouveau programme sur Canal+. Tu vas passer des épreuves de français, d'histoire, on y va? La grande classe, concept tout simple, Mouloud Achour et un invité qui retourne dans son ancien lycée à la rencontre des élèves. Bien sûr, je peux justifier toutes vos absences, il n'y a aucun problème. Et pour cette première, Pierre Ninet, l'acteur qui est en promo pour son nouveau film Gourou en salle depuis mercredi. Et il a fait vraiment, toutes les émissions. Je ne connais aucune limite. Mais aussi, et c'est nouveau, tous les médias digitaux bruts, Combini, une Dream Track sur la chaîne de Moziman, Hasard de dingue. et Popcorn chez Domingo. Je suis venu avec quelque chose, j'ai un petit cadeau pour que tu rentres officiellement dans la sec. Cibler les jeunes et les ramener au cinéma, pas folle la guêpe. Merci beaucoup. Rien, absolument rien ne justifie le cyberharcèlement et les insultes sexistes. C'est le tweet sur X cette semaine de la ministre des Sports Marina Ferrari après les menaces, les messages haineux reçus par elle. En fait, t'es l'invité parfait parce que à la fois les Camerounais t'adorent, mais les Marocains aussi parce qu'ils sont tous fans du Barça. Et elle, c'est Vanessa Lemoigne de Beansport. C'est cette journaliste qui couvrait la finale de la CAN le 18 janvier dernier. Des insultes reçues après cette interview du gardien sénégalais Edouard Mendy après le match chaotique contre le Maroc. Je vais vous laisser commenter en fait tout ce qui s'est passé sur la fin. C'est limite dramatique en fait. Sur son compte Insta, la journaliste jette l'éponge et ne souhaite plus couvrir le foot la saison prochaine. Contactée par Pure Média Hebdo, elle nous explique que c'est une décision personnelle mais qu'elle a valeur d'illustration. Touchous, vendredi prochain, ce sera la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver en Italie avec des épreuves qui débutent dès mercredi. Et pour la France, c'est France Télé qui assurera la diffusion. Là, on finit d'installer la régie dédiée pour la chaîne Sport qui gère à la fois les directs qui viendront de Milan et le plateau qui est installé dans le hall de France Télévisions. Car pour l'occasion, outre la télé linéaire France 2 et France 3, une chaîne numérique 100% JO sera proposée sur la plateforme France.tv et ce sera une chaîne interactive un peu comme Twitch quoi.
Si on propose l'interactivité, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a une partie du public qui a envie d'interagir, de poser des questions, de commenter. Donc c'est une manière de se rapprocher de notre public. Les JO, c'est jusqu'au 22 février. Enfin, c'est la tendance du moment sur les réseaux sociaux. Mais oui, vous dansiez dessus en 2006, 20 ans plus tard. Voici le retour de la tectonique. Des tutos sur TikTok, des chorégraphies super millimétrées dans la rue. Et peut-être un comeback qui fait du bien, qui rappelle une époque où tout allait finalement bien. Je reviens sur la prise de parole de Stéphane Sidbon-Gomez, qui est inquiet pour l'avenir de la télévision. Vous l'êtes, vous? Est-ce que c'est pas bon signe, finalement? Non, je pense qu'il faut que la télévision se réinvente en permanence, mais je pense qu'elle le fait depuis toujours. Il faut juste trouver ensuite les bonnes façons de faire. Mais voilà, quand TF1 lance TF1+, une plateforme de streaming, c'est une façon de se réinventer. France TV avec Prime Video, M6 avec Amazon aussi. Donc les plateformes ne tuent pas la télévision, finalement. Au contraire, non? Je pense que, enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a l'un qui passe devant ou pas, mais en tout cas, il faut être capable de proposer de nouvelles offres en permanence. Ça, je suis convaincu de ça. En tout cas, ce sont ces mêmes plateformes, évidemment, qui copient la télévision en proposant les grands événements, les événements sportifs, les relais JO, effectivement, qui ont été et qui les diffusent en direct, à l'instar de Netflix ou d'Apple+. Cher Bruce, première invitée de Pure Média, l'hebdo sur T18 et tous les matins, évidemment, sur TF1 avec Bonjour. On vous a découvert dans Bonjour, cher Bruce, en tout cas, je vous ai découvert, je le prends pour moi, dans un style totalement différent, un style nouveau, vanné par sa bande, totalement... qui se lâche, quoi, disons. Regardez. Regardez ça, ça se cale sous le menton. Et on va venir... Tu sais que c'est pour le renflement, ça? Il y a un petit côté Hannibal Lecter, on est d'accord. Soirée, oui. Voilà. Et on va aller le caler comme ça derrière. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'accepte de le faire uniquement parce que je suis jeune. Mais oui. Non, mais je trouve que ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'on l'assume en fait de plus en plus. Tout le monde a déjà des bouts. Regardez, franchement, vous me voyez sortir, vous me voyez faire de la télé avec ça. Vous êtes en train, regardez. Oui, justement. On est loin du journaliste de BFM TV, là. Vous prenez du plaisir ou pas? Ah oui, beaucoup. Je pense que, en fait, là, c'est vraiment, cette émission, c'est vraiment typiquement une émission d'accueil. Et donc, dans l'idée de l'accueil, il faut que ce soit, il faut que ça se prenne pas au sérieux. Il faut que ce soit. Donc, l'autodérision, voilà, ça marche toujours. Et j'adore comme ça être un peu la tête de Turc de mes chroniqueurs. Vous avez un flegme, en fait. C'est votre calme. La nouvelle subversion, c'est ça, c'est d'être calme, finalement. Je sais pas. Je sais pas si c'est une nouvelle subversion. En tout cas, moi, je pense que l'authenticité, la vérité, ce qui se voit à l'antenne à travers une ambiance qui est sincèrement sympathique, je pense que ça plaît. Vous avez 2 enfants, Bruce, 2 jeunes adultes. Est-ce qu'ils trouvent ça ringard que vous fassiez encore de la télévision? C'est pas impossible. Je vous propose le thème pour ce soir au dîner. Voilà, exactement. En tout cas, la télévision a fêté ses 100 ans cette semaine. Alors évidemment, on ne va pas opposer du tout les médias entre eux, encore moins la télévision avec les réseaux sociaux. Mais est-ce que la créativité, elle n'est pas aujourd'hui quand même sur les médias digitaux? Je crois pas. Non, je pense que c'est une autre créativité. Mais non, je crois pas. Plus libre? Je sais pas si c'est une question de liberté. Je pense que, en fait, il y a aussi l'idée que sur les réseaux sociaux, tous ces contenus, ils s'adressent aussi à des publics très ciblés. Et ça, c'est formidable. Il ne faut jamais oublier que la télévision, c'est un média de masse. Donc TF1, par exemple, veut s'adresser à toute la France. Bon, parfois, on me dit, c'est quoi les cibles et tout ça. Il n'y a pas de cible. On veut parler à tout le monde. Moi, je fais une émission qui doit pouvoir être regardée par des ados et par des gens de 90 ans. C'est ça la grande différence. Alors que les contenus, je pense, s'adressent à des publics plus ciblés. Je vais vous montrer un nouveau phénomène, si vous ne la connaissez pas encore. Elle cartonne sur les plateformes, sur YouTube évidemment, Spotify, mais aussi en podcast. C'est Alice Underground, ou encore Alice Moitié de son vrai nom. Toutes les semaines, elle fait un trippy talk show. Trippy talk show, j'aime bien le dire. C'est à la fois un podcast et c'est filmé, et c'est surtout super déjanté. Je suis en apicultrice.
Et Mika est en ours. Et j'aimerais évidemment, puisque c'est toi qui as choisi le thème et le look, pourquoi ? C'est une tradition en fait. Tu sais, premièrement, salut. Et l'ours en moi est très content parce qu'on aime beaucoup le miel, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes avec Alison Wheeler et disons qu'on est troisième âge. Voilà, chacun son truc. Tu préfères devenir rédac chef de Vogue France ou ne jamais avoir besoin de dormir ni de ressentir la fatigue ? Arrête de me draguer, toi, depuis tout à l'heure. T'as pas envie de temps en temps de dire mais putain, allez toucher de l'herbe, allez vous faire foutre, tu vois ? Je me désolidarise de ça. Ce sera ta sauce, pas la mienne. Évidemment, vous avez reconnu la voix de Mika derrière l'ours. Impossible de faire ça en télé aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Si, non, je pense pas qu'il y ait de On barrière. fait une liberté de ton. J'ai l'impression qu'en télé, on s'autorise moins à avoir cette liberté de ton. Non, je crois pas. Non, je crois pas. De Je dire pense que putain, merde à la télé comme elle vient de le faire, par exemple. ça rejoint ce que je disais précédemment, le fait qu'on veut s'adresser à un public ultra large. Donc, effectivement, il y a des codes, il y a des choses, des règles comme ça, non écrites. Mais je pense qu'il y a encore de la créativité. Il y a encore la possibilité d'inventer des choses. Au contraire, moi, je pense que c'est juste, après, une question de possibilités, d'envie, etc., de réalité économique aussi. C'est la différence avec ce genre de contenu qui coûte peut-être moins cher. Je me permets de réalité économique parce qu'on va parler de Squeezie juste quelques minutes. 20 millions d'abonnés quand même, Squeezie. Il a sorti une vidéo intitulée « Qui réussira à stopper le train ?» C'était en septembre dernier sur YouTube. Alors c'est un jeu dans un train qui est lancé à pleine vitesse avec 10 youtubeurs. Alors ils sont hyper nombreux évidemment. On retrouve Inoxtag, on retrouve Joyka, Michou. Et c'est une épreuve par wagon avec un seul gagnant à la fin. Sauf que le budget de cette petite affaire, 700 000 €. 700 000 €, c'est absolument énorme. Le budget le plus élevé de l'histoire de YouTube en France. Et surtout, presque 15 millions de vues. Donc, fatal. Est-ce que les moyens existent encore aujourd'hui en télévision ? Vous savez, sur les primes, notamment, il y a des moyens, il y a de l'argent, entre guillemets. Plus que sur une matinale ? Il y a de quoi faire, des émissions de divertissement à grand spectacle, de grande ampleur, dans des très grands studios. La Star Academy, par exemple, Danse avec les stars. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur le plateau, mais je sais que c'est absolument gigantesque. Ça vous titille quand même, ça fait 2 fois. Non, pas du tout. Je vous assure. Je pense que retenez ça quand même. Dès qu'il fait un petit coup de fil demain matin, un lundi matin, alors, le pas de 2. Non, mais ce qui est intéressant avec Danse avec les stars, justement, c'est qu'ils ont fait appel. Alors, je parle que de la saison 2026, mais je pourrais remonter à l'an dernier. Ils ont fait appel à des youtubeurs ou des youtubeuses, Juju Fitcats, Magla ou Marcus. Est-ce que c'est le seul moyen, finalement, qu'ont les chaînes de ramener des jeunes devant l'écran de télé, en l'occurrence ? En tout cas, c'est une idée de ne pas opposer ces deux univers. Et de pouvoir éventuellement les faire travailler ensemble. Moi, j'adorerais recevoir certains youtubeurs, on pourrait le faire d'ailleurs, ça s'est déjà fait à l'occasion, et pourquoi pas être invité chez McFly et Carlito. Mais aussi aller vers les d'autres. podcasts ou pas ? À l'instar d'autres camarades, Agathe Le Caron, Jamie l'a fait. Le podcast, alors là aussi, c'est quelque chose qu'on fait à TF1 de façon maintenant assez développée. Côté info, surtout, Darius Rochebain, des gens comme ça qui ont lancé des podcasts de grande qualité. Moi, je suis convaincu que le podcast a beaucoup d'avenir. Bruce, vous restez évidemment avec nous, ne partez pas. On va vous montrer aussi ceux qui sont derrière les programmes. C'est aussi le but de Pure Média, l'hebdo. Dans un instant, on reçoit le nouveau patron de RTL, Jonathan Curiel. Objectif pour lui, c'est la remontada de l'ex-première radio de France. A tout de suite sur T18. Pure Média, l'hebdo, votre nouveau rendez-vous média sur T18, seconde partie. Bruce Toussaint, parrain de cette émission. Merci 1000 fois. Il nous accompagne tous les matins avec Bonjour évidemment sur TF1. Eva Rock, notre experte média cette semaine. Philippe Bailly qui nous a rejoint, économiste des médias. Bonjour Philippe. Bonjour Valérie. Vous décryptez les coulisses de cette révolution des médias avec nous. Merci d'être avec nous. Et nous recevons aussi ceux qui font les programmes, qui sont davantage en coulisses, qu'on connaît moins, mais qui sont tout aussi intéressants, fascinants et importants. Bonjour Jonathan Curiel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de RTL, mais aussi de RTL2 et Fun Radio, absolument gigantesque. Vous avez fait un passage éclair à France Inter. Et d'ailleurs, on dit de vous que vous êtes parti à France Inter piquer des idées, piquer des contenus.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi qui l'ai dit. Je le dis tout de suite. Écoutez, Et Marine de France Inter. c'est pas le cas. Ce sont deux maisons très différentes. J'ai pas l'impression d'avoir appliqué des idées de France Inter. Sont deux très belles maisons avec une identité très forte, une histoire très forte. Et donc je pense pas qu'il y ait de porosité particulière entre les deux maisons et la façon d'aller prendre des recettes appliquées à l'autre. C'est pas comme ça. Davantage de podcasts quand même sur France Inter que vous ramenez aussi un peu sur RTL ou pas? Non. C'est juste qu'on se développe sur le podcast du côté d'RTL parce qu'on faisait beaucoup de podcasts issus d'émissions et on avait assez peu développé les podcasts natifs, donc qui sont des podcasts qui ne sont pas forcément destinés à l'antenne ou issus de l'antenne. Et donc c'est vrai qu'on a mis un petit coup d'accélérateur depuis la rentrée sur les podcasts natifs. Bruce en parlait tout à l'heure, parler du podcast vidéo, c'est aussi un terrain de jeu sur lequel on va se développer de manière importante du côté des radios du groupe RTL. Alors évidemment, grand challenge pour vous, hein, RTL, je disais, l'ex-première radio de France. Vous arrivez, RTL aujourd'hui en 3e place derrière Inter et aussi France Info hein, qui est passé devant. Que s'est-il passé selon vous, l'analyse? Alors, ils ne sont pas passés devant, enfin, on est au 2e ex-aequo et puis les dernières vagues d'audience placées plutôt RTL en 2e radio de France, première radio privée de France et 2e radio devant France Info. Là, il y a eu une dernière vague qui nous a donné un petit coup de mou. On a fait une très bonne rentrée hein, après une intersaison agitée avec beaucoup de mouvements, ce qui n'est pas si fréquent en radio, qui est quand même un média du temps long, un média d'habitude, pour lequel on n'a pas pour habitude de changer de manière conséquente une grille. On l'a quand même renouvelé de manière importante. Et donc, après ces mouvements nombreux, la vague, on parle de vague en radio de septembre-octobre, était très satisfaisante et de très haut niveau. Et puis, on a eu un petit coup de mou sur novembre-décembre qu'on espère rectifier pour la prochaine vague qui se clôture en avril prochain. Je vous le souhaite évidemment. Bruce, vous écoutez quoi comme radio? RTL. RTL, définitivement. Depuis, vous êtes un ancien d'Europe 1, depuis 52 ans. Depuis 52 ans? Même Non, quand bah, vous étiez à Europe, vous écoutiez RTL? Oui, C'est vrai? Non, mais j'ai toujours écouté cette radio, bien sûr. J'ai passé 2 années formidables à Europe 1, mais la radio de mon enfance, voilà, de la maison, c'était et c'est toujours RTL. Jonathan Curiel, on va parler évidemment de votre stratégie sur le digital, une stratégie très importante aujourd'hui. Encore une fois, Pure Média, l'hebdo, c'est aussi parler de toute cette révolution des médias, donc les médias traditionnels, mais aussi évidemment les plateformes, les réseaux sociaux, le digital, comme on attire aujourd'hui plus de jeunes, bien sûr, vers les médias radio. Mais d'abord, on va faire comme pour Bruce. On a 3 photos pour vous qui parlent aussi de vous et votre carrière. Encore une fois, on les a choisies, c'est la rédac, c'est moi. Regardez, première photo. Voilà, ce logo mythique. Ouais. Un lien. Vous êtes tout jeune, Paris Absolument, Première. ouais. Et j'ai eu la chance d'y être pour les 30 ans. On avait fêté les 30 ans de la chaîne quand je la dirigeais. Et c'est une chaîne qui existe encore hein, d'ailleurs et qui est une très belle chaîne qui a d'une certaine manière l'avantage du privé, d'évoluer dans un groupe privé et des programmes quasiment de service public et on peut se permettre, étant donné que c'est une chaîne payante, une liberté de ton. Ce que vous avez fait d'ailleurs avec Nolo et Zemmour. Hein. Oui, qui existait avant que j'y arrive, mais on a lancé un certain nombre d'émissions. Il y avait Paris Dernière, Ça balance à Paris. C'était une chaîne avec une grande liberté de ton. On pouvait très créative. On pouvait se permettre des programmes très iconoclastes avec des objectifs d'audience qui étaient relativement limités. Donc on pouvait se permettre. On avait un terrain de jeu qui était quand même assez exceptionnel. Jonathan Curiel, deuxième photo. Regardez. Attention, le boss parmi les boss. Nicolas Taverneau. Ah oui, alors là. Respect total. C'est avec Nicolas que j'ai commencé dans les médias en 2008, qui m'a embauché chez M6 pour être son bras droit, son adjoint. Et c'est assez rare parce que moi je voulais chercher du boulot, je voulais effectuer un petit revirement de carrière et je lui ai envoyé un courrier spontané. Et il m'a recruté sur une lettre spontanée. Juste sur une lettre, vous êtes bon en lettres. Je pourrais vous appeler pour la prochaine lettre. En l'occurrence, elle n'était pas exceptionnelle, mais en tout cas, il a pris le temps de la lire. Il l'a filé à l'époque à son assistante qui m'a appelé en disant il y a M. Taverneau qui veut vous rencontrer. Je l'ai vu et puis 6 mois, il m'a dit bon pour l'instant j'ai quelqu'un, je sais pas etc. Donc je me suis dit bon c'est un rendez-vous, c'est sympa, j'aurais fait connaissance. Et qui me rappelle 6 mois après en me disant la personne qui est à mes côtés va avoir un nouveau job, si ça vous intéresse, voilà le job est ouvert. Et donc il m'a recruté, j'ai passé 5 ans à ses côtés à apprendre M6, le groupe et me familiariser avec les médias. Troisième photo pour vous, Jonathan Curiel. Regardez. Alors là, on ne s'attaque pas forcément. Hein. On connaît
Jonathan Curiel, donc patron de médias, RTL, le groupe RTL. Et là, c'est un de vos livres, une de vos œuvres, Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat et l'urgence de ralentir. C'est paru chez Plomb. C'était l'un de vos livres donc, en 2020. Et c'est marrant parce que un boss des médias, donc là où l'univers où tout va si vite, où tout s'accélère, où on est dans des décisions se prennent dans une rapidité folle. Et vous écrivez ce livre-là avec ce titre. C'est paradoxal, non ? Non, parce que justement, je trouve que, le constat, c'est effectivement d'évoluer dans un contexte médiatique hystérisé, qui va très vite, où on prend jamais le temps de rien, et sur lequel d'ailleurs il faut toujours avoir un avis sur tout. On est toute la journée questionné, on doit avoir des positions, etc. Et c'est vrai que l'idée de ce livre m'est venue en me disant, et si on ralentissait un coup? Et puis on parlait des podcasts avec Bruce, on parlait dans le genre télévisuel, il y a des documentaires, enfin il y a un certain nombre de genres, la fiction qui met du temps, qui prend du temps. Donc je pense que c'est pas totalement paradoxal. Et par ailleurs, aujourd'hui, j'évolue dans le secteur de la radio, qui est vraiment pour le coup un média du temps long, pour lequel il faut laisser installer les choses, il faut prendre le temps. Et donc ça me paraît pas si paradoxal que ça. Jonathan Curiel, on a plein de questions sur RTL et sur l'avenir de la radio, évidemment. Mais avant cela, c'était mercredi matin. Pure Média, l'hebdo, était dans la régie de la matinale RTL. On vous a suivis, on était tout près, en coulisses, avec Morgane Persson et Noah Citerne. Regardez. J'ai pas compris la question. Pardon. Je le vois là tous les matins pendant la matinale, je vois sa tête là derrière. Il se met en deuxième rang, mais je vois ses expressions de visage. Des fois, il bouge la tête, des fois. Il est très très impliqué. Il est très impliqué avec la matinale et c'est hyper agréable parce qu'on a un interlocuteur. C'est presque notre premier auditeur, si vous voulez. On voit à ses réactions ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, ce qui paraît intéressant. Alors, merci beaucoup Gérard Larcher d'être venu sur RTL ce matin. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui nous rejoint. Vous restez avec nous. Ah bien sûr. Vous reconnaissez la musique de... Pas du tout. Monte Cristo, enfin. Car nous recevons Gérard Larcher, le cavalier du Sénat, le Edmond Dantès du Palais du Luxembourg, le Pierre Ninet de Rambouillet. Bonjour Gérard. Bienvenue à mon discours de politique. Il a la réputation d'être cool, il est moderne, il est gentil, il autorise l'humour, il ne s'immisce jamais. Ça, c'est une règle d'or pour les humoristes. De ne pas avoir quelqu'un qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut accepter que ce ne soit pas toujours au top tous les jours. C'est le principe de la quotidienne. Il ne se permet pas de dire des choses. En revanche, il vient, il se marre. Il est plutôt bon client. Et j'ai jamais eu une remarque sur une vanne un peu trop trash et tout. Il se marre. Mais je pense qu'il écoute à peu près tout. Donc, il y a de la petite pression, mais ça va, c'est ça. Avec Jonathan Curiel, on ne se connaissait pas jusqu'à l'année dernière. On a tout de suite eu grand plaisir à travailler ensemble. Il a très vite intégré ces valeurs de RTL qui sont très importantes, de grandes radios généralistes populaires qui s'adressent à tous les publics. C'est un dernier mot sur Jonathan Curiel, lui qui va être sur le plan. Il est beau. Pardon. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer et vouloir se demander pourquoi. Toi et moi. Une réaction, Jonathan Curiel? Non, c'est très sympa. Et c'est très sympa. C'est trois personnes pour qui j'ai beaucoup de respect dans des secteurs différents. À la fois Hervé à l'information, on a la chance d'avoir un patron d'info formidable qui a des qualités à la fois sur le plan humain et sur le plan professionnel. Philippe qui est quand même on s'en rend pas compte, mais 10 minutes d'humour tous les jours, 4 jours par semaine. Si, on s'en rend compte. 40 minutes par semaine de drôlerie, de blagues. Il n'y a quasiment jamais de déchets, c'est moderne, c'est bienveillant. Et puis c'est quelqu'un qui est beaucoup animé par le doute tout le temps et qui guette la réaction des politiques. Est-ce qu'il rigole, est-ce qu'il rigole pas, on sent que ça le travaille, donc ça le remet en question en permanence. Et Thomas qui est un très grand professionnel, qui a un exercice de matinalier que Bruce connaît. Oui, que vous connaissez bien, oui. Il est là à 4h du matin, et puis il a ses moments à lui d'interview à 7h40 puis à 9h15 où il faut qu'il soit extrêmement concentré et en même temps il doit être le maître des élégances, de passer la parole à tout le monde, de mettre les gens dans les meilleures dispositions possibles, tous les chroniqueurs, donc c'est un exercice éminemment difficile et délicat et qui réussit avec brio. Un exercice qui vous manque ou pas, Bruce? La radio? Oui, le matinal.
Non, Radio, parce que moi je suis. Non, franchement, là, rien ne me manque. Là, je suis comblé. Là, Là, je me reposais là. Et Là, comme les laissez-moi journées peinard, ne font que 24 heures. J'ai un petit truc pour vous, Virginie. Ouais. Comme dit Artus, un petit truc en plus. Regardez, c'est pour vous, c'est cadeau. Virginie, je ne sais pas si je vais booster ton audience. Tu me feras un petit bilan, un petit retour. J'attends les audiences le lendemain. Je t'embrasse. Bisous à tous les téléspectateurs. Tiens. Ah là là, quel génie Philippe celui-là. Cavalière. Merci à toi. J'espère que tu seras là, enfin que vous serez là, parce qu'on se tutoie, on se vous voit un peu, on se faisait comme on sait. Évidemment, sur ce canapé, très prochainement, Philippe Cavalière, un génie de RTL, parmi d'autres génies, évidemment. Alors, nouveau casting pour RTL, vous l'avez dit, pour cette saison. Donc, Thomas Soton, on vient de le voir, puis Marc-Olivier Fogel, qui a rejoint donc, la clique à 8h15. Anne-Sophie Lapix aussi, je crois que c'était à 18-20. Augustin Trapenard, le week-end. Enfin, comment vous avez fait? Vous avez sorti le chéquier? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors on nous a beaucoup posé cette question en disant que vous avez. Ne me faites pas la même réponse. Non, mais carte bleue à sauter. Vous avez sorti le chéquier, pas du tout, au contraire. On a réussi à aménager la grille de telle manière à avoir toutes ces personnalités qui toutes nous apportent un vrai plus. Marco, qui dans la matinale de Thomas Soto apporte un rythme, une urgence, une densité qui nous manquait peut-être un petit peu, qui nous permet de faire des coups de programmation très réguliers, avoir des gens qui ne parlent pas forcément ailleurs ou qui viennent s'exprimer pour la première fois sur RTL. Anne-Sophie qui prend en charge le 18-20 après 8 ans de journal. Augustin qui nous apporte une touche de culture supplémentaire avec une très bonne émission. On a des invités qui ne venaient pas nécessairement dans le passé sur RTL et qui apportent une touche culturelle qui est intéressante pour nous. Et puis on en a d'autres. On a Faustine Bollard qui change de créneau le matin à 9h30 avec une émission de témoignage à une époque où on a besoin d'avoir quand même la parole d'anonyme et les gens ont envie de s'exprimer. Ils ont vraiment un écrin aujourd'hui sur RTL à 9h30 pour le faire. Dans le sport, on s'est également renforcé avec l'arrivée de Jeannot Rességuier qui vient muscler le service des sports. Je vois Eva là qui... Je vous coupe, Jonathan. Allez-y. On voit les 4 visages là, vous parlez de Faustine, des gens de télé. Les radios ont de plus en plus tendance à céder aux vues à la télé. On a l'impression qu'on a un tampon sur le front. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la radio, c'est plus simplement une voix, mais c'est aussi une image, et comme si finalement l'animateur devenait une sorte de marque pour votre marque à vous? Alors, c'est pas le raisonnement qui a présidé à tous nos choix. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit ces personnes sont à la télé, donc on va les prendre. RTL, dont on parle, que Bruce écoute depuis 50 ans, c'est une radio qui a toujours vécu avec des figures très connues, populaires sur son antenne, très connues du grand public. Donc c'est plutôt ce raisonnement qui nous a animés, plutôt que de se dire c'est vu à la télé, sachant que la radio est quand même... pour rejoindre ce que vous dites, est un média quand même très particulier, très artisanal. C'est un média de l'intime, c'est un média de la proximité, c'est un média qui demande beaucoup de savoir-faire. Donc on ne s'improvise pas animateur ou animatrice radio. Donc c'est pas parce que c'est vu à la télé, c'est vraiment, ça reste un métier dur et il faut savoir en faire. Oui, mais pourquoi on ne fait pas autant confiance aux gens qui sont déjà là depuis des années dans une radio et qui n'ont pas forcément un visage connu des téléspectateurs, en l'occurrence, et des téléspectatrices? On sent qu'il y a une petite réticence à vouloir les mettre en avant. Pas nécessairement, parce que sur RTL, là, à l'intersaison, on a mis en avant et on a fait évoluer un certain nombre de gens de l'antenne. Je pense aux journaux du matin, avec des gens formidables, et, Olivier Bois, Céline Landreau, qui font les 2 journaux très importants le matin. On a des chroniques, on a fait appel au service en interne de l'info pour la chronique internationale de Bénédicte Tassard, d'autres chroniques le soir, au service culture tous les soirs chez Anne-Sophie Lapix. Donc, pas totalement vrai dans le cas de cette saison, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a aussi pour idée de faire évoluer les gens en interne, les gens qui ont un savoir-faire de radio et qui, compte tenu de la singularité de ce média, est important pour nous. Jonathan, faire de RTL une marque globale, une marque audio globale, on parlait de podcast tout à l'heure, ça veut dire quoi exactement ? Aujourd'hui, on est quand même dans un univers d'hyper-offre très, très concurrentiel. Et ce qu'on se dit, c'est qu'une marque comme RTL, qui rayonne, qui est quand même puissante, qui sont 3 lettres qui sont très connues des Français, peut exister de manière globale, on dit souvent à 360, c'est-à-dire être présent sur l'antenne, être présent en podcast, être présent sur l'appli, être présent sur le site, se développer sur le podcast vidéo comme on le disait tout à l'heure, et d'être une marque sur le son à 360 et de rayonner de manière globale. En même temps, quand Virginie tout à l'heure montrait le hit parade des radios, vous êtes derrière France Inter, France Info, qui n'ont pas de pub ou très peu de pub. On parle de dérive de l'audience vers les podcasts, et ce qu'apprécie aussi le jeune public, c'est d'avoir moins de pub qu'en radio.
La pub en radio, c'est vraiment un sujet. Je sais que votre prédécesseur avait annoncé une réduction du volume de pub. Vous en êtes où pour soigner davantage le confort d'écoute des auditeurs et puis peut-être d'ailleurs aussi mieux soigner les marques? Il y a plusieurs éléments de réponse. Sur le plafonnement des minutes de publicité, aujourd'hui on est à ce qu'on appelle un capping publicitaire, donc un plafonnement publicitaire. La matinale, on a 10 minutes par heure, entre 7h et 10h. Et ensuite, sur le reste de la journée, on est à 13 minutes par heure. Ce qui, évidemment, par rapport à la concurrence, est très important. Bien sûr. Après, c'est notre modèle économique, c'est ce qui nous permet de fabriquer des programmes dont on parle, de payer les équipes, les gens avec qui on travaille au quotidien. Donc c'est notre modèle économique, c'est comme ça, on vit avec. Moi, je ne cracherai pas sur la publicité, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. C'est une radio privée. Ça se paye, l'info. Ça se paye, c'est comme les chaînes privées de télévision, on est un groupe privé, donc on fait avec. Vous dire que ça nous facilite la tâche par rapport à nos concurrents, et notamment à Radio France, ce serait vous mentir. Mais c'est comme ça, c'est ce qui nous permet de vivre et de faire évoluer le groupe. Une dernière question. Vous êtes aussi patron de Fun Radio, de RTL2 et de Fun Radio, avec l'arrivée de Cyril Hanouna. Alors, ça cartonne sur W9 en télé. Les audiences ne sont pas forcément celles qu'on attendait en radio. Est-ce que vous êtes déçus? Et deuxième question, quelle est la durée de contrat avec Cyril Hanouna pour Fun Radio? Alors, sur le fait qu'on soit déçu, pas du tout. C'est-à-dire que la première vague d'audience était très satisfaisante et elle était au-dessus de l'année dernière, donc c'était des bons résultats. La deuxième vague, donc octobre, novembre, décembre, a eu également un petit coup de mou, mais Vous attendez la fin de l'année pour faire un bilan? Oui, enfin, on attend la fin de l'année. Comme je disais, la radio, c'est quand même du temps long. C'est aussi du faire savoir. Il faut que les gens soient au courant de qui est là, de la même manière pour RTL, pour Fun Radio, pour Cyril Hanouna, qui sachent que Cyril Hanouna est aujourd'hui sur Fun Radio. Ça demande du faire savoir, de la promotion de notre part. Et puis enfin, Cyril Hanouna est dans un exercice différent de celui qu'il avait sur Europe 1. Aujourd'hui, il est dans une émission de pur divertissement de 15 à 18 heures, avec des canulars, des jeux. Il joue avec sa bande, qui n'était pas un exercice qu'il pratiquait sur Europe. Donc, il faut que tout ça se mette en place, que la grille s'installe et que. Il a combien de temps pour s'installer? Là, on a toute la saison. Ouais. Voilà. D'accord. Il a renouvelé pour l'année prochaine. Il n'a pas signé pour 5 ans. Non, on voit au fil des saisons. Après, je ne veux pas vous rentrer dans le détail des contrats parce que ça, c'est des choses. On l'invitera sur l'émission pour qu'il en parle lui-même. C'est le secret des affaires. Avec plaisir. Je ne vais pas vous donner les contrats de Cyril Hanouna, mais en tout cas, on n'avance pas après pas. Et je pense que c'est quand même une opportunité pour Fun Radio que Cyril Hanouna soit sur cette station. Jonathan Curiel, Bruce Toussaint dans cette première de Pure Média, l'hebdo. Voici, mesdames et messieurs, l'œil de Philippe Bailly. J'ai bien fait le... Depuis le temps qu'on répète évidemment que les réseaux sociaux sont dangereux pour les plus jeunes, dangereux pour la santé mentale, le gouvernement a enfin pris le taureau par les cornes. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Alors vous l'avez vu Virginie, c'est dit avec les lunettes aviateurs, on sent qu'il se passe des choses vraiment sérieuses. Et concrètement, lundi dernier, l'Assemblée nationale a voté et adopté un texte qui prévoit deux choses, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, et puis l'interdiction du portable au lycée, c'était déjà le cas pour les collèges. Donc on voit qu'a priori les choses avancent. Oui, ça veut dire que la France quand même aurait-elle fait plier Instagram, TikTok, avoir tous les réseaux comme ça, Snapchat? Alors en fait c'est un peu comme dans les statuts Facebook, c'est compliqué. Il faut d'abord passer au Sénat, ça devrait pas être le plus compliqué. Il faudra ensuite, et c'est là où ça va se corser, aller devant la Commission européenne à Bruxelles, parce que comme l'a dit très aimablement un porte-parole de la Commission européenne, la France a le droit d'interdire les réseaux sociaux. Mais c'est à Bruxelles que ça se joue. La France n'a pas le droit de faire elle-même les contrôles. Autrement dit, on a encore quelques mois, voire quelques années qui vont s'écouler avant que les réseaux sociaux soient effectivement fermés aux moins de 15 ans. Donc c'est beaucoup de bruit pour rien? Pas tout à fait quand même. D'abord, ça a l'avantage de faire vivre ce débat sur les réseaux sociaux, la manière de protéger les plus jeunes de leurs excès. Il y a deux manières de le faire. La manière de l'interdiction, c'est celle qu'a choisi le gouvernement. Il y a un risque, c'est l'effet fruit défendu. Une fois à 15 ans pile, là on se rue devant ce qu'on n'a pas eu le droit de fréquenter. Et puis l'autre possibilité, c'est l'accompagnement, un peu comme on le fait maintenant pour la voiture, avec la conduite accompagnée qui nous mène vers le permis de conduire.
Personnellement, vous l'avez compris, c'est plutôt dans cette voie-là que je fais confiance. Bruce, vous aviez des jeunes adultes, on l'a dit, mais est-ce que vous avez autorisé les réseaux sociaux bien plus jeunes? Oui, et moi je pense que c'est une très bonne mesure. Je pense que c'est une mesure de toute façon. Autorisé, d'accord, mais vous êtes pour l'interdiction? Je suis pour l'interdiction, Ouais. sachant que, comme chacun le sait, c'est une interdiction. Enfin, la police et la gendarmerie ne vont pas venir à domicile pour vous mettre une contravention. Donc c'est symbolique, c'est une injonction. Je trouve que c'est intéressant de le faire comme ça. Après, chacun fera comme il le pourra, il le voudra. Peut-être qu'il vous donnerez un portable à votre fils, votre fille à 13 ans, 14 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y a cette idée qu'il y a une limite. Après, à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Une façon de donner une légitimité aux parents d'interdire, du coup. Moi, je pense que c'est pas mal. Chaque semaine dans Pure Média, l'hebdo, et bien notre conseil sur les programmes à ne surtout pas rater la semaine prochaine, c'est la Pure Reco. Et c'est le choix des Baroques. Et ça sera sur France 5 mardi à 21h10. On va parler de sexe. Si, sur France 5, c'est possible. Avec Sextoys et confidences intimes, notamment de personnalités que vous connaissez. Je n'ai plus aucune libido. Voilà. T'as tout mis dans ton travail. Oh, mais je trouve que j'ai eu une vie sexuelle géniale, remplie, riche, avec tout ce que je pouvais attendre de la vie. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être seule, de ne plus avoir à me préoccuper des passions, des amours, des passions. Oh, moi, je trouve ça triste. Oui, non. Que la libido se tasse un peu, oui. Ah, ça dépend chez certainement. Ça dépend chez qui, regarde Blandine. Ce que je trouve triste dans ce que tu dis, Lison, c'est que tu fermes les portes. Laisse-les ouvertes, ça ne veut pas dire que tu vas baiser. J'ai vraiment plus envie. C'est ça. J'ai plus envie de les ouvrir. J'ai plus envie de mettre à poil devant un mec. J'ai plus envie d'être amoureuse. J'ai pas envie de coucher avec un vieux. Voilà, extrait révélateur de ce documentaire intitulé « Vieillir et jouir sans entrave ». C'est incarné par Marina Carrère-Dancos. C'est à la fois drôle, c'est émouvant. C'est vraiment la sexualité d'un sujet tabou, sexualité pour les personnes de plus de 70 ans. On ne le voit pas souvent à la télé. Et alors, hasard de la programmation, TMC diffuse le même soir, à peu près à la même heure, à 10 minutes près, la nouvelle enquête de Martin Veil qui est intitulée « On aura tous 100 ans ». Le journaliste est notamment allé à la rencontre des prophètes, vous savez, de la beauté éternelle. Donc, est-ce qu'on aura 100 ans avec ou sans sexualité? Je vous laisse avec cette question. Vous revenez pour nous donner la réponse. On ne vous demandera pas votre choix. Merci Eva, merci Philippe, merci surtout à nos deux invités, à nos deux parrains. J'allais même dire 3 avec Philippe Avrivière et son gentil message pour cette première de Pure Média, l'hebdo. Bruce Toussaint tous les jours dans Bonjour sur TF1 tous les matins. Merci beaucoup également Jonathan Curiel, patron de RTL Fun Radio. Et puis RTL2, évidemment, on ne les oublie pas. Vous pouvez vous revoir en replay l'émission sur notre chaîne YouTube Pure Média et évidemment sur t18.fr. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Un monde médiatique en pleine révolution qu'on continue à vous raconter. Salut.